Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie à la barre YouTube et en description où il y a tout le thème code de tous les mangas dont j'ai parlé aujourd'hui. Tant que j'y suis, en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe. Avant de commencer, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager. Ça permet à la vidéo d'être plus visible sur YouTube et à la chaîne de grandir tout doucement, mais sûrement. Et voilà, maintenant que c'est dit, on commence maintenant. On commence avec le tome 8 de Manchuria Opium Squad. Alors on va aller très vite parce que, je le dis depuis quelques temps, je trouve que depuis le passage où ils sont allés en Russie, enfin la partie orientale de la Russie, je trouve que la série, je suis un peu moins dedans. Et là avec ce tome 8, ça y est, je pense que je vais mettre en pause la série. Je vais attendre que ça avance un petit peu, peut-être voir les retours des copains, qu'est-ce qu'ils en pensent, s'ils trouvent que ça devient de mieux en mieux ou de pire en pire. Soit je reprendrai, soit j'arrêterai totalement la série. Même si j'avoue que l'arrivée du caporal Hasegawa de la Kampetai qu'on voit en couverture est vraiment cool, tu sens que c'est vraiment une menace. Bah, j'arrive pas à raccrocher le wagon, j'arrive pas à reprendre la locomotive. Donc je vais attendre que ça avance un petit peu, peut-être avoir 3-4 tomes d'avance, tout prendre d'un coup, tout relire d'un coup, peut-être tout kiffer d'un coup. Peut-être qu'en fait, le fait de tout relire d'une traite, les 10-15 premiers tomes d'un coup, je vais peut-être aimer, ou pas, on verra. En tout cas, vous attendez pas à voir la suite sur le tome 9 et 10. Je m'arrête là pour l'instant dans Manchuria Opium Squad. On parle maintenant de Miss Kobayashi, Dragon's Maid aux éditions Nouvelle Graphics. C'est toujours aussi bien, alors on est quasiment à la fin de ce que la saison 2 de l'animé sur Crunchyroll a adapté. C'est, voilà, Miss Kobayashi Dragon's Maid, c'est toujours aussi bien, j'ai pas grand chose à dire. C'est un tome qui développe toujours les relations entre les différents dragons et leurs binômes masculins. Il y a un petit passage sur Fafnir et son colocataire qui est très drôle, voilà, sur la fierté des dragons. Il y a un passage, il y a beaucoup de passages sur Ilulu, parce qu'elle est pas mal développée dans ce tome-là, notamment le fait qu'elle va avoir son binôme humain, donc le fameux lycéen qui a les grands yeux en voyant la taille de ses poumons, qu'elle doit poser sur un meuble pour que sinon ça lui fait mal au dos. Le fait qu'elle trouve un premier boulot, là je trouve ça vraiment attachant, Ilulu qui s'humanise un petit peu, même si elle dit bon j'ai un siècle pour trouver du boulot. Fait non non, t'es humaine, t'as pas un siècle, t'as 2 jours. Avec Thor qui la motive un petit peu. Thor, on découvre un peu plus ses origines story avec Kobayashi qui enquête un petit peu et qui découvre l'origine de comment il y a eu la guerre entre les dragons et les dieux, comment Thor s'est fait casser la gueule, comment elle est arrivée dans le monde des humains et en essayant de devenir ami avec les humains. C'est vraiment cool, j'aime toujours autant, c'est vraiment sympathique et c'est une série que je conseille toujours aussi chaudement. Maintenant, on passe aux éditions Kana avec le tome 10 de Undead Unluck. Donc on est sur quasiment la fin de l'arc des 4 saisons avec le combat contre Spring. Alors on a des combats entre l'Union et l'Under avec notamment Andy qui affronte le boss de l'Under avec des... Encore une fois, je trouve que les idées graphiques et comment Andy utilise son pouvoir de régénération super rapide sont vraiment cool. Notamment le fait qu'un moment il se retrouve avec la face avant qui est un peu paralysée, figée, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il recule, il s'arrache toute la peau, il se régénère et il se bat. Je trouve ça génial. Et je trouve qu'il y a des idées pour Andy qui sont vraiment cool. Le passage avec Spring et son flashback par rapport toute l'origine story qu'il y a par rapport à ça, que ça fait un lien avec l'un des membres de l'Union qui a un pouvoir qui se transmet de père en fils depuis X générations, même si à la fin c'est une fille, c'est vraiment cool. Toujours aussi bien Dead Unluck. J'ai vu que l'anime allait sortir dans pas longtemps cette année, c'est vraiment cool. J'ai hâte de redécouvrir le début à travers l'anime. Peut-être qu'il va y avoir un nouveau public qui va apparaître, ça serait vraiment cool. Par contre, je vais m'arrêter là dans mes achats de Undead Unluck en physique. C'est une série qui est très bien, mais j'avoue que j'ai les 10 premiers tomes, ça me suffit. Et je pense que je vais poursuivre la série en numérique à acheter les versions numériques maintenant que j'ai une Kindle. J'avoue qu'il y a plein de shonen que je vais sûrement acheter en numérique parce que ça me plaît, enfin, c'est pas, mais souvent c'est des séries qui sont très longues et j'ai pas forcément envie d'avoir des étagères remplies à rallonge de séries qui font 30-40 tomes. Là où je sais que souvent, alors je dis pas que c'est une vérité générale, la plupart des seinen que j'ai, à part quelques exceptions, ils font rarement 30-40 tomes. Donc voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de shonen que je vais sûrement arrêter ou peut-être tout revendre et tout racheter en numérique. Parce que c'est bien d'être unlock, mais est-ce que j'ai besoin d'avoir l'intégralité de la série à la maison? Je ne pense pas. Mais voilà, c'est reste quand même une très bonne série que je vous conseille toujours autant. On parle maintenant de Kowloon Générique Romance tome 7. Bah là, tu vois, on sent que pour cette série, que c'est quasiment la fin. Parce que au début du tome, on dit que Kowloon va être rasé, ça y est, cet immense quartier bidonville, où les buildings se chevauchent, où les gens se croisent, etc. Où c'est un peu un bordel sans nom, on se croirait dans les villes complètement
étrange de Ghost in the Shell, où vraiment ça fait cette ville humaine en fait, où tout se chevauche, où les immeubles, tu sautes d'un immeuble à l'autre et t'apparais dans un quartier, etc. Très particulier. C'est vraiment toujours aussi bien Cologne, je savoure chaque tome, même si j'avoue que depuis deux trois tomes, je suis pas forcément à 100% investi dans l'intrigue parce que j'ai un peu décroché de toute l'intrigue, alors notamment avec le côté très science-fiction qui est devenu de plus en plus important, et c'est pas un défaut, mais j'avoue que je raccroche un peu moins les wagons à chaque fois où je me dis attends, j'arrive plus à faire les liens, à me rappeler ce qui s'est passé avant, par rapport à Kujirai, par rapport à Kudo, le fait qu'il y a un clone par rapport... Enfin, tout ça, je suis un petit peu largué, et je pense que quand la série arrivera au dernier tome, je me relirai tout, et je vais tout surkiffer. Je pense vraiment que, vu la tournure de situation, 10 tomes, grand max, peut-être plus. Je pense que comme Après la pluie, ça va faire une dizaine de tomes à tout casser. Et c'est Après la pluie de la même autrice, je vous le conseille. La dernière petite chose, il y a un petit passage qui, alors, on le voit dès la première page, c'est la page couleur, c'est qu'on voit Kujirai en maillot de bain et bronzé. Bah, il y a un passage où elle va à la plage et à bronze. Voilà, ça fait plaisir. Et je ne suis qu'un homme, donc j'avoue que voir Kujirai bronzé, je suis heureux. On est maintenant aux éditions Meian avec le tome 12 sur normalement 13, si ma mémoire est bonne, de Gannibal. Enfin, j'ai rien à dire sur Gannibal. 12 tomes quasi parfaits, un sans faute du début quasiment là, jusqu'à la fin. On a fini le flashback sur l'origine du clan des... c'est comment déjà le clan? C'est les Goto. On découvre un peu comment ils sont venus au monde, comment ils sont apparus. Ça part complètement en couille dans ce tome. Enfin, de toute façon, ça part en couille depuis le tome 1. Ça part de plus en plus en couille et chaque tome est de pire en pire. Je me dis qu'il reste qu'un tome. La conclusion, c'est le prochain tome. Je pense peut-être que ça sera un tome un peu plus gros que les autres. Enfin, je l'espère. Je sais pas comment ça peut se finir. Enfin, ça va se finir mal. Il y aura très peu de survivants parmi les personnages principaux qu'on suit depuis le début. À savoir qui va survivre, comment ça va se finir. Parce que là, avec le clan Goto qui se met à dos tout le monde, qui veut fracasser tout le monde, même le gouvernement japonais, ça peut que mal finir. Et donc j'ai hâte de voir comment ça va finir. On parle maintenant de Karakuri Circus, tome 14. Alors, j'ai un petit souci avec mon tome 14, c'est qu'il arrivait avec un petit problème de livraison, c'est que, bon, la couverture est un petit peu abîmée, un petit peu gondolée, ce qui fait que je peux pas forcément remettre la couverture en entier, parce qu'en fait, la couverture sous la jaquette est un peu plus longue, donc il faudrait que je replie la jaquette, et bon, j'ai pas forcément envie de faire ça, j'ai pas envie d'abîmer le tome, donc je laisse comme ça pour l'instant. Bon, voilà, juste un petit problème, après ça n'enlève en rien la qualité du bouquin, de l'histoire. Donc dans le tome précédent, on avait c'était la moitié de la série qui fera 26 tomes, on avait fini l'arc acte final Karakuri, et là on arrive dans... On a eu un petit entracte sur Narumi, Masaru, Shirogane, etc. Et on arrive sur Cirque, acte final, oui, parce que c'est Karakuri Circus, on a fini le Karakuri, on va finir le cirque. Et c'est à peu près à ce moment-là où je me suis arrêté dans l'animé sur Prime, parce qu'en plus on m'avait dit que ça allait super vite, et j'avoue que là, en ayant lu les 13 premiers tomes, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui ont été zappées ou abrégées, ou voilà. Dans ce tome 14, on a un gros flashback qui va commencer, j'en parlerai juste après, qui va faire des ping-pong avec l'acte final de Karakuri. Donc en fait là on a pas mal de choses sur Masaru, ça revient sur sa famille qui avait les automates, etc. Et en fait on découvre que son père est mort et qu'il lui a laissé plus ou moins quelque chose, et en fait c'était un peu une sorte de quête en disant si t'es là, c'est que le lavage de cerveau n'a pas fonctionné. Je ne suis pas dans ta tête. Et là, tu te comprends qu'en fait, le père de Masaru s'est fait passer pour mort ou est mort pour quelque chose et qu'il voulait plus ou moins se réincarner dans Masaru pour avoir prolongé sa vie. Et en fait, il se découvre aussi que son grand-père n'est pas mort. On pensait mort au début de la série, et qu'en fait, son grand-père et son père se faisaient un petit peu une guerre intestine entre les deux. On ne sait pas encore pourquoi. Et donc, son grand-père pense que Masaru n'est pas Masaru, mais est donc son fils. Et il va lui raconter sa vie à travers une pierre flasque, et comme Narumi a découvert celle du fondateur des Shirogane. Et on découvre que son grand-père, il est là depuis 400 ans, qu'il a vécu au Japon féodal, qu'il a tombé sur un alchimiste chinois qui était un peu dépressif. Et en fait, c'est l'un des deux frères alchimistes qui a créé la pierre flasque. Donc c'est celui qui était amoureux de Francine. Et donc le frère a créé les 4 premiers automates, qui s'est exilé au Japon, qui a découvert comment faire des automates, et qui va en fait revenir ensuite en Europe, va rencontrer la sève des Shirogane actuelle, donc la vieille, celle qui était toute fripée, et il va sacrifier, il va créer la pierre flasque, etc. Le puits où il y a les Shirogane qui naît. Et tu dis, waouh, le méga ping-pong entre ce flashback-là sur Masaru et ce flashback sur Narumi qui commence à se répondre, et à la fin du tome, on le voit sur la couverture, il y a une geisha aux cheveux blancs qui apparaît, qui est donc la fille de la chef des Shirogane, qui s'appelait je sais plus comment, Éléonore je crois, qu'on a vu dans l'acte final Karakuri parce que c'est devenu une automate.
qui se faisait passer pour Francine. Francine, qu'en plus, on a découvert elle avait disparu au large du Japon. Il va se passer des choses. Dans les prochains tomes, si ma mémoire est bonne, il va se passer des putains de choses. Et en fait, tous les petits flashbacks qu'on a eu sur Eleonore, sur les Shilogane, sur les automates, etc., où on avait des petites énigmes encore, ben on va avoir des réponses ici. Et ça va être des putains de masterclass. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'il va y avoir un truc sur Shilogane, donc la protectrice de Masaru. On va prendre des putains de claques. Si ma mémoire est bonne, par rapport à l'animé, ça va être des putains de claques. J'ai hâte de lire ça. Bon, avant, je vais me lire le tome 10 de Baki, donc on en parlera dans 2 semaines. C'est long 2 semaines, mais voilà. Il faut préserver un petit peu Karakuri. Je veux prendre mon temps pour lire la série, j'ai pas envie de tout lire d'un coup et attendre comme un con pendant 3-4 mois la suite. Je savoure chaque tome, une semaine sur 2, et ça fait grave plaisir. On parle maintenant de Fairy Tail, l'intégrale de chez Hachette, tome 33 sur 36, donc il reste plus que 3 tomes, je suis bon en maths, avant la fin. Alors, on parlera un petit peu après de ça. Je le disais dans le tome 31 et 32, je trouvais que les 12 Spriggan faisaient un petit peu... finalement, on nous a teasé un truc en disant « Ouais, les 12 Spriggan, ils sont plus forts que les plus forts du royaume de Fior. Genre, les 12, ils sont au-dessus des 4 Romatchins que sont God Serena, le mec qui se transforme en arbre, le mec vampire, le petit mec gobelin qui devient un loup géant. Ils sont plus forts qu'eux. » Et tu te dis « Bon, c'est une putain de menace pour Fairy Tail et tout des guildes. » Il y en a quelques-uns qui se sont fait péter la gueule d'une facilité, notamment l'assassin qui, dès qu'il voit une paire de seins, il rougit, il ferme les yeux. Voilà, tu te dis, bon, ok, je veux bien qu'il y en a un qui soit ridicule, mais qu'il y en a 4-5 qui se fassent péter la gueule, c'est pas terrible. Et là, on nous avait présenté à la fin du tome précédent Hélène, Auguste, le roi des mages, Hélène, la calamité. On les voit en action dans ce tome-là, et tu te rends compte que, ouais, il y a les 12 Spriggan, donc ces deux-là, et 2-3 autres qui doivent être très très costauds, et après, il y a le reste, la première ligne. Et je pense que les 3-4 vraiment costauds, notamment, bah, je pense le général à lunettes et celui qui a une croix sur la tête qu'on a vu dans ce tome-là, qui a un nom de famille qui rappelle le nom de quelqu'un de très important dans Fairy Tail, tu te dis merde, eux, ça va être vraiment les 4 plus forts, les 4 bonhommes, et le reste, c'est un peu la plèbe, il fallait 12 sièges. Bon, on a pris ce qu'il y avait dans les placards, quoi. Notamment, si la fille qui prend Auguste pour son grand-père, qui est devenue la pote de Lucy, en vrai, à l'arrêt, c'est une dinguerie, et maintenant on se rend compte que c'est un peu une arnaque. Voilà, il se passe beaucoup de choses, il y a pas mal de combats. J'aime bien le passage où t'as Kana qui s'entraîne avec Mavis, et que Mavis lui dit « Ouais, tu me rappelles ma meilleure amie? Elle avait les mêmes cheveux que toi et le même tempérament. » Elle dit « Oh, s'imagine, elle aurait grandi, elle aurait été comme toi. » Et là, il s'imagine sa copine en mode Kana, alcoolique, à poil. Elle se dit « Non, oublie ce que j'ai dit. » Le papa de Kana qui revient pour faire un combat contre God Serena, c'était cool. Gadjil qui se sacrifie pour Lebi, juste avant, puis j'ai dit putain, des mecs crucifiés, ça me rappelle des mauvais souvenirs, ça. Et que bah, au moment de se sacrifier, il avoue un petit peu son amour à Rebi, qu'il aurait aimé avoir des enfants, se marier, etc. C'est mignon. Bon, c'est un peu moins quand il survit 3 pages plus loin. Qu'est-ce que j'avais à dire? Oui, il y a un truc qui me perturbe un petit peu, c'est qu'à la fin du tome, les 12 Spriggan reviennent. Alors, il y en a les 3-4 qui étaient morts, ils reviennent à la vie grâce au pouvoir de l'Historia. Tu dis, ça veut dire qu'ils vont devoir encore les affronter. Il reste 3 tomes, donc ça sent que la plupart des mecs un peu osef, ils vont se refaire éliminer en quelques secondes, et il va y avoir surtout des gros combats contre Auguste, contre Aileen. Si ma mémoire est bonne, Aileen, elle a un méga combat contre un personnage de Fairy Tail, ça va être une dinguerie. Non, vraiment, toujours aussi bien Fairy Tail, moi je kiffe. Vivement, bah, il reste plus que 3 tomes, et après ça sera la fin. Donc on continue Fairy Tail jusqu'au bout. On finit cette vidéo avec les éditions Glénat, et tout d'abord, le tome 10 de Shadow House. Oh my god. Ce tome-là, c'est peut-être l'une des plus grosses pugilats de la série jusqu'à présent, parce qu'on a beaucoup de révélations sur le personnage de Kate, qui est en couverture. En fait, on savait qu'elle avait toujours cette ambition de défaire le manoir des Shadows, des ombres, et en fait, maintenant, il y a une méga origin story sur elle qui apparaît dans ce tome-là, où on se rend compte que c'est pas une Shadow comme les autres. En fait, on vient des années dans le passé, où le manoir était géré par des hommes, il y avait une créature qui s'appelait les Shadows qui était là, il y a eu une sorte de révolution, les Shadows ils ont pris le pouvoir, etc. Et une femme a survécu. Et elle a mis au monde un enfant des années plus tard, qui est Kate. Et donc Kate n'est pas issue de la création des Shadows habituels, c'est un produit un peu bizarre, différent, qui veut être en quête d'origine et en quête de vengeance, parce que elle sait que tout ce qui s'est passé dans le manoir des Shadows, donc elle veut se venger par rapport à ça. On découvre comment elle a rencontré Milico et pourquoi elle l'appelle Milico. C'est super intéressant. Non, vraiment, il y a eu beaucoup d'explications dans ce tome-là.
Alors, je pense vraiment qu'on approche de la fin parce que après ça, après ce genre d'explication, je vois difficilement la série tourner en longueur pendant 10-15 tomes. Je sens vraiment que Kate, elle veut faire la révolution. Ça va. Je pense pas qu'il y aura peut-être une dizaine de tomes en plus, mais vraiment 10 tomes, ça serait très très long. Mais en tout cas, Shadowhouse, c'est vraiment une méga dinguerie. On parle maintenant du troisième tome de Trillion Game, toujours écrit par Riichiro Inagaki, donc le scénariste de High Shield 21 et Dr. Stone, et toujours dessiné par Ryoichi Ikegami, qui a dessiné beaucoup trop de mangas, mais notamment chez Glénat, ils ont ressorti récemment Sanctuary, il y a 3 ou 4 tomes sur 6. Prochainement, on devrait avoir les Crying Freeman, qui est une série que je vous conseille énormément. Peut-être que j'en parlerai sur la chaîne si je me prends le tome 1, parce que j'ai les tomes de chez Kabuto. Je pense que je vais me les racheter chez Glénat, je sais pas encore. Ce tome 3, je suis un peu dubitatif, parce que à la fin du tome précédent, le Trillion Game, l'entreprise était créée, donc avec Haru et Gaku qui avaient recruté une PDG, une jeune fille Liline, pour gérer un peu le truc. Ils avaient Johnny Depp en tant qu'actionnaire principal. Et en fait, là, ils commencent à rentrer à avoir des business plans. Et je trouve que ça va un peu trop vite. Parce qu'au début du tome, ils sont passés pour des hôtes. Ils vont créer une plateforme, une application web via intelligence artificielle où tu peux composer rapidement des fleurs par rapport à tes goûts, etc. L'IA va répondre, etc. Il y a un, en fait, c'est du mytho, c'est des gens derrière qui travaillent, qui sont des fleuristes, qui vont préparer les trucs super rapidement, mais on fait croire que c'est une IA pour créer plus tard une vraie IA. Tu dis, oh, c'est intéressant, on va parler de concepts d'entreprise, de micro-entreprise, de start-up, d'IA, et en fait, non, on passe à autre chose, maintenant on va créer des jeux vidéo sur mobile. Tu dis, oh, c'est intéressant, le marché du jeu sur mobile, comment on gagne de l'argent, comment on finance, est-ce que c'est les microtransactions, etc. Et à peine on parle de ça, bam, maintenant on va rentrer dans le monde du showbiz et on va explorer le passé de Johnny Depp. Ça va trop vite. Moi je trouve que chacune des idées qu'on a dans ce tome-là aurait mérité quasiment un tome, voire deux entiers. Et je trouve que ça va un peu trop vite, encore une fois à mon goût. Peut-être que des gens trouvent que non, c'est suffisant. Il y a un petit côté un peu de Dr. Stone par moment, où dans Dr. Stone, quand Senku voulait une invention, tu te dis ah ça va être un truc de ouf, et en finalement c'est réglé en 2 chapitres. Là, il y a un petit peu ce même problème-là, et j'ai l'impression que l'auteur veut aller très vite. Alors si ça se trouve, la série est prévue en 5-6 tomes, donc c'est logique qu'il veut aller super vite, mais c'est vrai que ne sachant pas combien il y a de tomes, je me dis merde, si c'est ça pendant 10-15 tomes, ce même rythme-là, où on enchaîne idée sur idée, mais sans aller vraiment des fois au bout du concept, je vais être épuisé moi à la force. Hein. Et on finit avec Abara de Tsutomu Niai. Alors c'est un gros bébé, c'est un gros pavé de, je crois, quasiment 400 pages ou 360, 380 pages. Donc c'est dans le même format que ce qu'ils ont sorti pour Tsutomu Niai au Flame et de Noise. Donc, De Noise. Blame qui était ressorti pour l'arrivée de l'auteur quand il était venu pendant un festival d'Angoulême avant le Covid, donc il y a 3-4 ans déjà. Ils ont sorti l'année dernière Noise, qui est un one-shot qui se passe dans l'univers de Blame. Et donc là, on a Abala, qui est une série en 2 tomes qui ressort en un gros intégral, avec un bouquin de très bonne qualité. Ça, je sais pas si ça se voit, mais tout le personnage qu'on voit sur la couverture, il est en vernis sélectif. Il y a un petit côté un peu mat sur le reste du bouquin. Bouquin de grosse qualité, avec un dos qui rappelle vraiment la charte graphique du dos de Blame, avec même le petit Glénat qui prend pas beaucoup de place en haut et en bas par rapport à du Evangelion ou d'autres séries. Le papier de très bonne qualité. Je lance des pics comme ça, désolé. Abara, qu'est-ce que je peux en dire? Pas grand chose. Alors, l'histoire, c'est qu'on est dans un futur lointain où il y a une mutation, virus, etc. Où les gens, quand ils mutent, ils deviennent une sorte de zombies, ils ont une carapace, ils ont un armement autour d'eux, ils tuent des gens, etc. J'avoue que j'ai pas forcément tout compris, j'ai pas forcément tout bien saisi à l'histoire. Et de toute façon, c'est un truc qui est assez commun aux œuvres de Tsutomu Nihai. C'est pas un défaut, mais c'est juste que il a une narration qui est très particulière. Et j'avoue que j'ai beau avoir adoré graphiquement Blame, Noise, Abara, Bioméga, qui va ressortir prochainement chez Glénat dans le même format. J'ai un peu moins aimé Nato Sidonia et Aposisme, plus pour l'aspect graphique que je suis un peu moins fan. J'aime beaucoup plus ce côté brut de décoffrage qu'il y avait jusqu'à Bioméga. Là où dans Night of Sidonia et Aposisme, il y a un côté un peu plus numérique, un peu plus lisse, un peu plus propre. J'aime un petit peu moins. Mais donc voilà, en fait, on a toujours dit Blame, et des gens, il y a des forums entiers d'explications, de théories sur qu'est-ce qui se passe vraiment dans Blame, où il y a des gens qui l'ont lu 2-3 fois, qui n'ont pas forcément tout compris. Moi, le premier, j'ai lu Blame une fois, j'ai pas forcément tout compris, et je pense que c'est le genre d'œuvre, à Barra compris, hein, où il faut se poser, tu lis un chapitre, tu te poses, t'écris ce que t'as compris, tu lis le chapitre 2, tu t'écris ce que t'as compris, et tu fais ça jusqu'au bout, et une fois que t'as fini, tu relis tes écritures, tu relis le bouquin, et tu recommences indéfiniment jusqu'à avoir bien compris. Donc c'est très particulier parce qu'il y a une narration qui est complexe, qui est pas forcément genre parce qu'il y a beaucoup de mots, parce qu'en fait
Tsutomu Miai, dans ses premières œuvres, qui est très muet. Ce qui fait que tout passe par la narration graphique. Et c'est très particulier parce que bah, on est habitué à ce que des fois on nous explique ce qui se passe. Là, il y a un mec qui marche dans un désert post-apo, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qu'il pense, tu sais pas ce qu'il va dire, et c'est ça pendant 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 pages, et bah, t'es emporté par le récit parce que c'est fluide, c'est bien gratté, le découpage est là, mais c'est vrai qu'à la fin tu te dis merde, qu'est-ce que ça raconte? Et c'est là où, bah ouais, Tsutomu il est assez particulier, je pense qu'il peut rebuter des gens, mais en tout cas, moi je vous le conseille, en tout cas, je pense que les fans de Tsutomu rien que pour l'édition, ils vont le prendre. Bioméga, vu que j'ai les premières éditions de chez Glénat, je me tâte à les prendre, même si j'avoue que l'édition va être sublime. J'avoue que j'ai déjà une édition, est-ce que j'ai envie de racheter une autre? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, Abara, vraiment un très beau bébé. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de grandir tout doucement mais sûrement. En description, je le répète, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe. Et bah sur ce, moi je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!